We wish to reach the carbon neutrality in the second half of the century, and to do that we have to revise our system of energy production, storage, distribution, and use. Well, this is easier said than done, because building a new system of energy will require a lot of raw materials, a lot of additional resources, metals in the forefront, but also energy to produce these metals, and water, and so on, and so forth. So clearly the energy transition is not neutral on an environmental point of view. In the case of Europe, Europe is consuming about 20% of the metals produced globally, while it produces about 3% of these metals domestically. So Europe is already dependent on the importation of metals, which means that the energy transition will be a source of an additional source of pollution, but not in Europe, outside Europe, because we are importing these mineral resources. And there are several questions behind that. Is this situation acceptable on a geopolitical point of view? Is it acceptable on an economical point of view and ethical point of view? In addition to these problems, clearly the shift towards electricity and the energy transition will be sources of electricity consumption increase. The scenarios of the International Energy Agency expect doubling of the electricity demand by 2050 in a business as usual scenario. So meaning that you keep the fossil energy in the energy mix. Now, if you banish this fossil energy, you can expect a much higher increase of the consumption. By the three main consuming sectors, transport, industry, and building, but there are big consumers that are coming up, like the sector of ICT, for instance. ICT, the sector of ICT consumes nowadays about 2,500 terawatt-hour. It will be 9,000 terawatt-hour by 2030. So what I mean here is that this energy transition and this digital transition will be a source of resource overconsumption. And we have to keep that in mind. And clearly, it seems that we face different contradictions and issues. The first one is the cost in resources and energy to make these transitions. The second one is the environmental impact, which can be outside our border. The third one is the risk associated with the import of metals, for instance, manganese, nickel, cobalt, graphite, that we need for the batteries, or rare earth elements that we need for the permanent magnets of wind turbines. Copper is needed for every application if we increase our use of electricity. There are also important issues stemming from the increase of electricity consumption, because if the consumption increases, the production has to increase, and we will be able to match this demand versus production. All the scenarios, again, expect a decrease of the per capita energy in the future, but the recent trends show the contrary. So there are several issues behind that which are important to discuss, but everything is not black, because the industrial are able to find solutions to very complex problems, and this is why we have around this table Yasmin Assef, which is in charge of different programs at the new business and energy and charging infrastructure in the group Renault. Am I right? Okay.
We have Eric Durand. So Eric Durand is, I don't know how to translate that in English, so I will say it in French, is directeur des affaires techniques de la Fédération française du bâtiment et secrétaire général du Conseil des professions de la Fédération française du bâtiment, qui possède 50 000 adhérents. So this federation helps the entrepreneurs to prepare the future in the sector of building for technical questions associated with the environment. Sami Holopainen, which is directeur général de Equinix Finland, qui est une compagnie de fourniture de services internet et de data center. Il a été cofondateur et directeur général de Tenue Oil pendant 6 ans, jusqu'à son acquisition par Telecity Group en 2012. Am I right? Probably, I don't speak French very well, so... Oh, you have no translation, okay, so... if you want. Rolly Partanen, qui est communicant et écrivain indépendant, très actif sur les questions de l'énergie, société, économie et environnement. Il est cofondateur de la Société des éco-modernistes et de la société Peak Oil en Finlande. Yep. Ok. Et la dernière personne qui va intervenir, Ili Tikileinen. Okay, thank you. Which is the CEO of PVO. Donc PVO, c'est une compagnie de production d'électricité et de chaleur en Finlande, avec une charte éthique très particulière, puisqu'il est annoncé sur son site internet que son objectif is to manage economic, social and environmental matters in a responsible manner. Cela nécessite le respect de principes qui sont reconnus par les Nations Unies sur les droits humains et du travail, de l'environnement et de la non-corruption. So thank you very much to be with us. Maybe we can start with you, Yasmin. So I will shift into French if you don't mind. It's easier for everybody probably. Donc le secteur du transport consomme actuellement à peu près un tiers de la consommation totale d'énergie au niveau mondial. Donc une forte pénétration des véhicules électriques pourrait être une solution pour arriver à une baisse des émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Ce qui nécessiterait évidemment qu'on n'ait que de l'énergie décarbonée, ce qui n'est pas le cas partout en Europe. Mais admettons que cette pénétration puisse se faire de manière assez agressive. Est-ce que vous pouvez nous parler des besoins additionnels en énergie qu'on peut anticiper à horizon, on va dire, 2030 ou 2050 pour un développement du parc automobile tel que vous l'envisagez? Qu'est-ce qu'elle dit? Donc je parle français. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci pour votre invitation et un grand merci à Claude pour nous avoir mis parmi vous et pour parler un peu de voitures électriques. Effectivement, tu viens de le dire, le secteur des transports représente un tiers des émissions. Moi, je pourrais vous parler que de la partie transport léger. Voilà, je ne vais pas adresser tout le reste parce que le secteur du transport est finalement très très large, je ne pourrais pas tout adresser, donc veuillez m'en excuser. Mon propos sera autour des véhicules légers plutôt effectivement aujourd'hui un des problématiques principaux dans nos centres-villes sont les problèmes de pollution et une des solutions, en tout cas, qui peut répondre à ces problématiques de santé publique et de pollution, c'est les véhicules à zéro émission. Et là, on parle de véhicules électriques. Je dis bien une des solutions. Je pense que vous le disiez tout à l'heure dans l'introduction, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes de solutions.
c'est le fait d'avoir des solutions ensemble qui permettra à nous tous d'arriver à une finalité et d'arriver à atteindre nos objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc les véhicules électriques, c'est une des solutions. Renault a été précurseur, a pris un risque en tant qu'industriel de se lancer dans ce domaine quand aucun de nos compétiteurs n'y croyait. Donc ce risque-là, on l'a pris. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à fin 2018, on a eu le plaisir d'être leader du marché européen sur le véhicule électrique. Néanmoins, le véhicule électrique, encore aujourd'hui, ne représente que 2% des ventes de véhicules neufs. Et le problème, finalement, c'est un problème mondial, c'est pas un problème purement européen, et les problématiques, que ce soit des mix de génération, etc., c'est très très différent suivant les pays. Donc on va sûrement avoir un focus Europe aujourd'hui, mais la Chine également est vraiment précurseur du véhicule électrique, et aujourd'hui, finalement, le marché du véhicule électrique est tiré par la Chine. Ils sont à peu près à 5 millions de véhicules électrifiés. Et donc voilà, c'est vraiment la Chine qui pousse, et ils ont principalement des soucis de pollution, bien évidemment. Donc j'avais quelques chiffres je voulais présenter parce que je n'ai pas envoyé mes slides à temps, mais je peux vous en parler. Aujourd'hui, donc, les ventes à date, finalement, en 2019, on est autour de 220-230 000 voitures vendues, véhicules électriques, pure batterie, je ne parle pas de PHEV, vendues en Europe. Et ça représente, par rapport à l'année dernière, une augmentation de plus de 36%. C'est très rare une industrie qui a des taux d'augmentation et des taux de croissance à 2 chiffres. Et on est vraiment là-dessus. La Chine, à date encore 2019, on est à 780 000 véhicules. Et donc, Chine en premier, Europe suit. Puis arrivent les États-Unis. En Europe, c'est très très varié. On est en moyenne à peu près à 2%. La France, aujourd'hui, depuis le début, donc à 200 000, un peu plus de 200 000, 220 000 véhicules électriques qui roulent. Ça représente, ce que je disais, très peu de mix. La Norvège, on est aujourd'hui à peu près à 50%. Donc on voit que finalement, l'intégration est très différente. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend aussi des politiques qui soit subventionnent, soit taxent. Dans le cas de la Norvège, une vraie taxe sur les véhicules non électriques qui font que, et puis j'imagine aussi, c'est finalement les usagers qui achètent les voitures, c'est pas donc finalement il y a aussi une volonté des citoyens de passer à l'électrique. Donc finalement tout ça pour dire que l'arrivée des véhicules électriques est une vraie réalité. On était à peu près seul jusqu'à l'année dernière, et aujourd'hui, l'ensemble des constructeurs automobiles se lancent dans les véhicules électriques pour tenir leurs engagements. Et il faut aussi savoir qu'il y a une norme qui va être appliquée à partir de l'année prochaine, qui imposera aux constructeurs automobiles des taux de CO2 qui sont égaux à 95 grammes par voiture par kilomètre pour l'ensemble de leurs ventes, ce qui fait que finalement les constructeurs vont être obligés, sinon il y a des amendes à la clé. Donc voilà, on va s'y mettre. Donc une fois qu'on a dit ça, quel est l'impact? C'est la question principale que vous aviez. Quel est l'impact sur le réseau électrique? Alors, il y a quelques années, j'ai commencé à parler de véhicules électriques, je pense que c'était en 2010-2011, et on faisait des projets démonstrateurs, et finalement on prévoyait que l'arrivée des véhicules électriques allait faire casser le réseau électrique, que voilà, il y aurait des blackouts dans tous les sens, etc. L'expérience a montré que ce n'est pas le cas. Premièrement. Et deuxièmement, quels sont maintenant l'impact, une fois qu'on aura beaucoup de véhicules sur le réseau. Donc,
je vais vous parler un peu de la France parce que RTE, donc RTE est le gestionnaire de réseaux de transport en France. Donc pour nos amis anglophones, c'est le TSO français. RTE a commencé à regarder, donc maintenant que la voiture électrique est une vraie réalité, RTE regarde cet impact-là, a fait une analyse et ils ont publié les premiers résultats cette année, au mois de mai je crois. Leur analyse montre que, alors ils ont analysé différents scénarios, avec un scénario qui nous amènerait à 15 millions de véhicules électriques en 2035. L'impact en termes de énergie additionnelle, je prends mes notes, est de 48 TWh. Donc 15 millions de véhicules électriques à horizon 2035, 48 TWh, ce qui représente plus 10% par rapport à aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas beaucoup et c'est tout à fait gérable pour le réseau électrique français. On a eu aussi des études dans les... C'est la production supplémentaire. C'est le besoin additionnel, exactement. Alors, est-ce que ce besoin additionnel impose de la production supplémentaire? Ça, c'est la question que vous devez poser à RTE. Ma compréhension, c'est qu'avec le parc actuel, ça serait gérable, mais voilà, tout ce qu'il faudra vérifier. Donc, en termes de production et en termes finalement de térawattheures, de mégawattheures, c'est tout à fait raisonnable et gérable avec les capacités actuelles. Il pourrait avoir pour les réseaux électriques un souci de gestion de la pointe de la demande. Cette pic additionnelle finalement de la demande pourrait arriver si on se met tous à brancher nos voitures en arrivant à la maison entre 19h et 20h. Voilà. Si on fait tout ça, on risque d'ajouter un pic sur le réseau et donc ça c'est difficilement gérable. En revanche, c'est là où rentrent finalement les nouvelles technologies et vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'on mette en marche l'ensemble des nouvelles technologies pour faire que ça marche. Si on arrive à contrôler la recharge des véhicules et si on sait faire ce qu'on appelle la recharge intelligente, en anglais le smart charging, si on arrive à faire ça, finalement, on arrivera à décaler la recharge à des moments où pour éviter les pointes. Et donc, ce contrôle pourrait être donné au gestionnaire de réseau ou en général, les gestionnaires de réseau, soit de transport, soit de distribution, sachant qu'il peut y avoir un vrai impact local plutôt qu'un impact national. Donc voilà, c'est une solution qui existe et encore une fois, l'étude montre que c'est une pipe qui est gérable. Alors pour vous donner des chiffres, si on parle par exemple, je parlais de 1 million de véhicules électriques, j'ai fini. 1 million de véhicules électriques, on pourrait avoir, si on se branche tous en même temps et si on suppose qu'on se charge tous à 10 kW, ce qui est élevé, mais c'est pour avoir des chiffres ronds, on arrive à une pointe de 1 gigawatt. 1 gigawatt de plus. Pour mes collègues français, 1 degré en France représente 2,8 gigawatts. Donc l'impact des véhicules électriques ne va pas être le seul élément qui va faire que voilà, le réseau électrique sera sous tension. Et surtout, étant donné que finalement c'est un de nos leviers clés pour la transition écologique, il faudrait qu'on arrive à faire de la recharge intelligente, voire de la recharge bidirectionnelle, ça veut dire non seulement charger la voiture, mais en plus le décharger pour apporter des services complémentaires au réseau, qui fait que voilà, l'intégration de la voiture électrique sera facilitée. Un dernier mot, et j'en finirai là, un dernier mot sur cette batterie de voiture électrique qu'on peut réutiliser. Donc la notion d'économie circulaire est importante. On peut réutiliser la batterie de véhicule électrique une fois qu'elle est plus valable pour faire la traction. Elle peut être utilisée en deuxième vie pour des solutions de stockage, encore une fois, pour apporter un soutien au réseau électrique. Je vous remercie. So thank you. So you seem to be quite confident about let's say the energy infrastructure and the capacity of producing electricity enough to supply the transport sector. One very quick question and a very quick answer. Tesla this year
announced a risk of supply and possibly problems regarding the supply of manganese, cobalt, nickel, lithium, and so on for the gigafactories. We are building in Europe a gigafactory in Sweden, and there are other projects of this kind. Do you think that the supply of raw material could put a limit in the development of the electric vehicles, and are you aware of these problems in your group? Very quick answer. Yes, for sure, we are aware of this problem, and there is not limitation for all of the material that are needed for a battery. Let's say we are using nickel, manganese, cobalt mainly today, and not all of them are in limit. Batteries are lithium ion, and lithium, there is no problem on lithium. So anyway, we are focusing on this. When there are problems that Tesla is maybe announcing things, is more the fact that it has not been foreseen and the success is not planned well enough. So it is more this than other thing. But just to complete your point, is that technologies are moving. We are working, and we are really on what we call the solid batteries, and that new technologies around batteries that will use less cobalt. And we know that cobalt are coming from countries where it's a bit different. I mean, some social aspects are not always the way they should be. So we really are trying to find other storage and other battery technologies that will help. Yes. Thank you, Yasmin. So we shift now to the sector of building, which is another big consumer of energy, also about 1/3 of the produced energy worldwide. Okay, so same question. Do you have any idea about the evolution of the consumption in Europe, and what we should do to reduce the consumption and also reduce the carbon dioxide emissions? Merci. Oui, merci d'abord Claude de nous avoir invités, d'avoir associé le secteur hors nucléaire à cette discussion. Bâtiment, en effet, en France, à l'Europe, j'avoue ne pas maîtriser partout les chiffres en Europe, mais en France, c'est 44% des consommations énergétiques et c'est le quart, 25% environ, des émissions de gaz à effet de serre. Alors, notre gouvernement, nos gouvernements successifs d'ailleurs, ont des ambitions très élevées. On vise une neutralité carbone et zéro énergie fossile dans le bâtiment à horizon 2050. Voilà. Là, c'est écrit dans notre stratégie bas carbone. Maintenant, comment est-ce qu'on va y arriver? Le bâtiment, il y a deux parties, il y a le neuf et la rénovation. Dans le neuf, on a été très créatif, avec quelques guillemets. On a eu une réglementation en 2013 qui a pénalisé, bizarrement, très fortement l'électricité. En prenant les calculs de l'énergie primaire, on devait prendre l'énergie finale comme auparavant. On a eu une grande baisse du chauffage électrique et baisse des consommations aussi, mais de baisse d'électricité. Donc ça n'a pas forcément été top pour le carbone. Et ça va sans doute être corrigé par une future réglementation pour le neuf qui va arriver en 2020, où on va prendre en compte le bilan carbone d'un bâtiment, c'est-à-dire le carbone pour les matériaux pour le construire, et le carbone qu'on va consommer pour le chauffer pendant toute sa durée de vie. Donc ça va remettre un petit peu, beaucoup plus d'électricité, on pense, dans la construction. Mais le neuf, c'est jamais que 1% du parc, on renouvelle 1% du parc. Donc si on veut réussir la transition, si on veut réussir à faire ce qui est ambitionné, c'est-à-dire avoir zéro émission, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup d'économies à faire, c'est sur la rénovation qu'il faut le faire. Et on a énormément de passoires thermiques. Le neuf, on construit en gros 50 kWh par mètre carré par an. Et on a des vieux bâtiments qui en consomment 350 ou 400, et ça, il y en a beaucoup. Alors là, on a un peu le sentiment qu'on est dans l'utopie la plus totale. Si on regarde la stratégie bas carbone qui est affichée aujourd'hui, ça nécessite de faire 500 000 rénovations de logements performantes par an, voire 700 000 si on n'y arrive pas vers 2030-2050.
Aujourd'hui, on en fait 150 000 maximum. Et si on regarde les rénovations très performantes, on est plutôt dans les 30-40 000. Donc vous voyez, on est quand même très très loin du compte. Et pourquoi est-ce qu'on est loin du compte? C'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'énergie n'est pas chère en France. Je suis désolé de faire donc quand on fait les travaux de rénovation énergétique, on amortit sur 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et beaucoup de personnes ne vont pas le faire parce que c'est pas rentable économiquement. Ensuite, la valeur verte, c'est-à-dire le fait que quand vous rénovez un bâtiment, une construction, elle vaudra plus cher si vous la revendez derrière. Ça marche dans les bureaux, dans les grands bureaux pour les investisseurs institutionnels. Il y a une vraie valeur verte. Mais dès qu'on arrive dans le logement, dès qu'on arrive, il n'y a que l'adresse qui compte. Hein. Dès qu'on arrive dans les petits bureaux, ça ne marche pas. Une maison à la campagne qui vaut 120 000 euros, vous avez beau faire 30 000 euros de travaux, elle vaudra toujours 120 000 euros. Donc, alors, comment faire justement pour entraîner les investisseurs et les propriétaires? Il y a plusieurs. Alors, pour nous, notre vision, c'est qu'il faut vraiment passer par l'incitation. On est très doué pour faire des lois portant sur l'obligation. On l'a fait dans d'autres domaines pour l'accessibilité des bâtiments et on s'est rendu compte que ce n'est pas en faisant une loi qu'on avance. C'est en aidant les gens, en donnant envie aux gens de le faire. Donc il faut les accompagner. Dernier petit point sur les économies. Quand on fait des travaux dans le bâtiment, on a des économies techniques qu'on va chiffrer qui vont permettre d'amortir les travaux qu'on a fait. Mais on se rend compte bien souvent que l'économie réelle est bien en deçà du calcul théorique. Tout simplement, pas à cause des travaux qui sont mal faits, quand même, surtout que quand c'est mes adhérents, ils sont très bien faits. Mais... Ils sont pas tous formés. Hein. Mais aussi parce que les gens, quand ils font les travaux chez eux, ils montent en confort. Leur facture baisse un petit peu, mais ils montent surtout en confort, ils gagnent 1 ou 2 degrés, ils vivent mieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? C'est vraiment une forte incitation faite par les pouvoirs publics, qui doit être faite par les pouvoirs publics pour accompagner l'ensemble des gens, ou c'est une volonté politique de dire on veut réduire les émissions carbone ou ça l'est pas. Donc pour nous il faut vraiment il y en a eu d'ailleurs des aides qui ont été faites, mais là ce qui nous embête un petit peu c'est qu'on est plutôt dans un sens actuellement de baisse des aides des pouvoirs publics qui ne va pas du tout dans le sens de la réduction des émissions de carbone. Okay. On parle beaucoup du chauffage. Oui. Bon, il se trouve que un des résultats du réchauffement climatique, c'est quand même des étés de plus en plus chauds et des périodes de canicule, notamment en France, mais évidemment ailleurs en Europe. Donc on voit le développement de climatisation. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va devenir très important en termes de consommation, vous pensez, ou pas? On essaie d'abord de concevoir des bâtiments de notre côté qui soient avec une meilleure inertie thermique, qui soient un peu plus bioclimatiques. C'est-à-dire que sans apport de climatisation, on peut le concevoir dès le bâtiment déjà, des bâtiments qui sont plus frais à l'été, où on calcule bien que l'exposition au soleil, etc., ça peut déjà faire un gros effort pour limiter. Mais c'est évident, vous avez raison, que surtout dans le sud, enfin c'est pareil de tous les pays d'Europe, on est quand même assez étalé. Entre le nord et le sud, c'est pas pareil. Et dans le sud, on aura forcément de la climatisation qui va arriver et qui va entraîner des consommations énergétiques. Après, je veux dire, l'autre question qui va se poser, ça va être celle du mix énergétique. Le pari qui était fait par le gouvernement, c'est vraiment d'avoir 0 énergie fossile et à la fois de baisser le nucléaire en montant les énergies renouvelables. Et ça, c'est le pari que c'est atteignable parce qu'on va beaucoup baisser les consommations. Je vous dis actuellement, au rythme où on en est, je pense qu'on ne va pas y arriver. C'est tout. Et après, les énergies renouvelables, c'est très bien aussi. Nous, on est favorable à toutes les énergies. Tout est bien, le biogaz, le solaire, mais le solaire aussi par intermittence. Il y a la question du stockage qui se pose. Il faut vraiment se poser toutes ces questions avant de... Donc avoir une approche systémique alors que ce n'était pas forcément le cas non, actuellement. Une dernière petite question qui est un peu, peut-être un peu utopique, mais on sait que le nucléaire produit beaucoup de chaleur fatale. Oui. Est-ce qu'on pourrait envisager de récupérer une partie de cette chaleur fatale pour approvisionner les réseaux de chaleur et éventuellement les stations? Vous savez que ça a été fait, on m'a expliqué, je ne le savais pas récemment, qu'on a chauffé une ferme crocodile dans le sud de la France en récupérant la chaleur fatale, je pense, d'une centrale. Oui, c'était à proximité.